Bonjour, dans cette deuxième vidéo concernant le cours d'électronique avancée, nous allons aborder une fonction essentielle de l'électronique, à savoir les oscillateurs harmoniques permettant la production des sinusoïdaux ou quasi-sinusoïdaux. Nous commencerons par décrire le principe des oscillateurs harmoniques, puis le principe de fonctionnement. Puis, nous allons étudier les principaux types de ces oscillateurs, à savoir oscillateurs à pont de Vienne, des oscillateurs à réseau déphaseur, oscillateurs en pi, donc à savoir oscillateurs Colpitts et oscillateurs à base de quartz. Nous finirons ce chapitre par la discussion de la stabilité en amplitude et en fréquence de ces oscillateurs. Dans la première vidéo, nous avons défini un système bouclé comme un système à réaction, positif ou négatif. Ici, la réaction est positive, constituée d'une chaîne directe, caractérisée par une fonction de transfert ou une transmittance H de P, une chaîne de retour, K de P, et on a aussi défini la transmittance en boucle ouverte comme étant le produit de H fois K. Alors, un oscillateur est un système bouclé placé délibérément dans un état d'instabilité pour qu'il puisse générer un signal oscillant. Il comprend, comme un système bouclé, il comprend une chaîne directe construite autour d'un amplificateur qui peut être soit un ampli à base d'ampli op, soit un ampli à base de transistors bipolaires ou transistors à effet de champ. Alors, la sortie de la chaîne directe est injectée à une chaîne de retour construite, elle, autour d'un quadripôle passif, constitué de résistance, bobine ou condensateur. La sortie de la chaîne de retour est injectée et réinjectée à l'entrée de la chaîne directe. Donc on constate que l'oscillateur est un circuit particulier qui comporte un signal Vs à la sortie, mais il n'a pas de signal d'entrée. Donc la puissance nécessaire au fonctionnement proviendra uniquement des alimentations des composants. C'est-à-dire, par exemple, pour un ampli op, la puissance proviendra de l'alimentation plus ou moins VCC de l'ampli op. Donc, en résumé, les oscillateurs harmoniques, ils délivrent spontanément un signal sinusoïdal, c'est-à-dire rien qu'en les alimentant, ils nous donnent un signal sinusoïdal sans besoin de signal d'entrée de commande. Donc la puissance provient, comme on a dit, principalement de l'alimentation des composants, et ces oscillateurs, ils assurent la production, à leur sortie, d'un signal sinusoïdal ou quasi-sinusoïdal, de fréquence et d'amplitude stable, généralement utilisé pour, par exemple, la fréquence de la porteuse d'un émetteur de signal ou la fréquence de l'oscillateur local d'un récepteur de signal ou, comme on connaît tous, comme signal d'horloge pour les systèmes numériques. Donc voilà pour le principe d'un oscillateur. Alors, lorsque le système oscille, lorsqu'un tel système oscille, il existera à sa sortie un signal sinusoïdal S de T de fréquence F0 et d'amplitude S0. Alors, la condition pour que ça se produise, selon Berkhausen, il faut qu'il existe une fréquence F0, bien sûr, pour laquelle le produit de la transmittance de la chaîne directe par la transmittance de la chaîne de retour, c'est-à-dire le gain en boucle, donc ce produit-là doit être égal à 1. On parle alors de conditions d'entretien des oscillations. Donc, la condition de Berkhausen ou la condition d'entretien des oscillations stipule que pour qu'un système oscille, il faut qu'il existe une fréquence F0 pour laquelle le produit H fois K doit être égal à 1. Maintenant, cette condition-là, donc cette condition H fois K égale à 1, elle se traduit en pratique par deux relations. La première relation concerne la phase.
Donc, puisque c'est un produit de nombres complexes, donc ça veut dire que l'argument de t, donc c'est un réel pur, donc l'argument de t doit être égal à 0. Et puisque, comme j'ai dit, c'est un produit de nombres complexes, donc l'argument de t qui est égal à l'argument de h plus l'argument de k doit être égal à 0. Donc l'argument de h doit être égal à moins l'argument de k. Donc, à la fréquence d'oscillation, le déphasage qui est introduit par la chaîne directe, c'est-à-dire l'argument de h, doit compenser le déphasage qui est introduit par la chaîne de retour. Par exemple, si j'utilise ici donc, comme chaîne directe un amplificateur à ampli-op inverseur, ça veut dire déphasage de pi, la chaîne de retour doit introduire un déphasage de moins pi pour compenser celui de la chaîne directe. Cette première condition ou cette première relation, généralement, elle permettra de calculer la fréquence d'oscillation. Maintenant, la deuxième relation va concerner le module. Donc le module de t doit être égal à 1. Donc ça veut dire h fois k doit être égal à 1. Donc ça veut dire h doit être égal à 1 sur k. Ou k égale à 1 sur h. Donc là aussi, donc à la fréquence d'oscillation, on voit bien que le h, l'amplification de la chaîne directe, égale à 1 sur k, c'est-à-dire il doit compenser l'atténuation du quadrupole de réaction. C'est-à-dire si on a ici k égale à 1 sur 3, un tiers, le h doit être égal à 3. Donc il doit compenser l'atténuation introduite par k. Alors cette relation-là, cette deuxième relation, elle permettra d'avoir la relation entre les composants qui contrôlent l'amplification, c'est-à-dire, et ça permettra aussi de dimensionner l'amplificateur pour permettre d'assurer la condition de maintien des oscillations. Donc en résumé, pour qu'un oscillateur, la condition pour qu'un oscillateur fonctionne, c'est-à-dire pour qu'il génère un signal sinusoïdal de fréquence F0, il faut que le produit de la chaîne d'action avec la chaîne de retour soit égal à 1. Ce produit-là complexe va impliquer deux relations. Une concerne la compensation des phases et l'autre elle va concerner la compensation du gain de l'amplification avec l'atténuation de la chaîne de retour. La première relation permettra de calculer la fréquence d'oscillation et la deuxième relation permettra de dimensionner les composants de l'amplificateur. D'accord. Donc maintenant, considérons un système bouclé présentant à une fréquence F0 donnée la condition de Berkhausen. Ça veut dire, il vérifie la condition de Berkhausen, H fois K égale 1 à une fréquence F0. Si je mets ce dispositif sous tension, c'est-à-dire je l'alimente, donc on va voir qu'il ne va pas démarrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne va pas donner un signal à la sortie. C'est-à-dire le signal S2 sera nul. Donc si au démarrage H fois K égale à 1, et ça veut dire la condition vérifiée, et j'alimente le montage, le signal S2 sera nul. Ça veut dire qu'il n'y a aucun signal qui est généré. Alors, quelle est la condition maintenant de démarrage des oscillations? Alors, il suffit d'augmenter le gain de la chaîne directe, c'est-à-dire l'amplification H, de l'augmenter un peu. Donc, quand on l'augmente, on aura H fois K, il ne sera plus égal à 1, il sera supérieur à 1 cette fois. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand on aura ici des petites fluctuations dues au bruit thermique, par exemple, ces petites fluctuations seront amplifiées, ils seront amplifiés par H et seront réinjectés. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit apparaître une sinusoïde qui grandit de plus en plus. Puisqu'on a H fois K égale à supérieur à 1, elle commence à grandir, cette sinusoïde, toujours à la même fréquence d'oscillation F0. Donc elle va augmenter, grandir, jusqu'à se stabiliser. Et là, cette stabilisation, soit elle sera faite par saturation et écrêtage, soit à l'aide d'un montage de contrôle automatique de gain qui permet de revenir à la condition d'entretien des oscillations, c'est-à-dire H fois K égale 1. Donc ce type de montage qui permet le contrôle automatique de gain sera décrit par la suite.
Ça veut dire au démarrage, on aura H fois K supérieur à 1. Et une fois les oscillations ont atteint une certaine valeur, au niveau de l'amplitude, le montage de contrôle automatique de gain va revenir à la condition de maintien, c'est-à-dire H fois K égale à 1, ce qui va garantir la stabilité de l'amplitude. Donc, en résumé, pour démarrer les oscillations, il faut que la H fois K soit supérieure à 1, en augmentant un peu l'amplification H. Et après, s'il n'y a pas cette condition qui est réalisée, après il y aura la saturation. Donc, les amplitudes vont augmenter jusqu'à saturation. Sinon, s'il y a un montage de contrôle automatique du gain, il va nous ramener à la condition d'entretien des oscillations, c'est-à-dire H fois K égale à 1, en contrôlant automatiquement H pour le ramener à H fois K égale à 1 et permettre la stabilité de l'amplitude. Donc cette notion est importante. La différence entre le démarrage et l'entretien des oscillations. Et bien sûr, dans l'ETP, on va voir pratiquement cette différence entre démarrage et entretien des oscillations. Donc voilà, donc on a bien vu le principe de fonctionnement des oscillations et la condition de Berkhausen qui permet de générer des signaux sinusoïdaux à leur sortie. Alors pour bien assimiler ce principe-là de fonctionnement de ce type de montage oscillateur, on va commencer par ce premier exemple, cette première activité réalisée. Donc on va étudier un oscillateur réalisé autour d'une chaîne directe, c'est-à-dire un amplificateur ici, un non-inverseur à ampli-op, et une chaîne de retour qui est représentée ici par son diagramme de Bode, module et phase. Et on va essayer de déterminer la fréquence d'oscillation d'un tel montage et ensuite dimensionner l'amplificateur non inverseur à utiliser. Donc voilà, donc notre point de départ c'est l'hypothèse que H est un amplificateur. Donc H c'est un ampli non inverseur, donc H de J oméga c'est un ampli à ampli-op non inverseur. C'est-à-dire la seule hypothèse, c'est-à-dire la seule donnée que je peux déduire de cette hypothèse, c'est que l'argument de H de J oméga sera égal à 0. Donc ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse qui a été donnée, c'est les diagrammes de Bode. Que ce soit celui du module ou de la phase de la chaîne de réaction. Alors là, je reviens au cours. Que dit le cours? Pour qu'un tel montage oscille à une fréquence F0 à déterminer, il faut que H fois K soit égal à 1. C'est que le gain en boucle ouverte doit être égal à 1. On a vu que ça donnera deux formules. Donc H fois K égale à 1. Ça veut dire il faut que l'argument de H soit égal à moins l'argument de K, la compensation, et il faut que le module de H soit égal à 1 sur le module de K. Donc voilà ce que dit la condition de Berkhausen. Donc d'après la première hypothèse,
l'argument de h égale à 0, c'est-à-dire je vais utiliser la première formule, c'est-à-dire les arguments. Donc je peux déduire d'après la première formule que l'argument de k doit être égal à 0. Première relation. Alors ça va m'aider à retrouver la première donnée, c'est-à-dire la fréquence d'oscillation. Donc je me rabats sur la phase de la chaîne de retour, c'est-à-dire k. Il faut que l'argument de k soit égal à 0, c'est-à-dire ici, l'argument de k égale à 0, ce point-là. D'accord? Alors là, l'échelle, en général, des diagrammes de Bose, c'est une échelle semi-log. C'est-à-dire ici, on a 10 à la puissance 0, c'est-à-dire 1. Ici, 10 à la puissance 1, 10 à la puissance 2, ainsi de suite. C'est-à-dire si ça c'est 1 kHz, d'après l'échelle, donc ça sera 2, 3, 4, et ainsi de suite. Donc, par interpolation, donc on peut dire que pour l'argument de k égale à 0, on peut retrouver la fréquence d'oscillation, qui est cette fréquence-là. Donc d'après le chronogramme, une excuse, d'après le diagramme de Bode, alors cette fréquence d'oscillation sera égale à 4 kHz. F0 sera égal à 4 kHz. Donc c'est celle-là. D'accord? Et en même temps, en utilisant cette même fréquence-là, c'est-à-dire 4 kHz, je peux retrouver à quoi est égal le gain. Je vais essayer de le faire avec une règle. Donc on peut retrouver le gain correspondant. Voilà. Donc on aura ici le gain correspondant. Le gain de la chaîne de retour, bien sûr. Ici. Donc d'après toujours le diagramme de Bode, donc on aura 20 log du module de k sera égal ici à moins 14 dB. Moins 14 décibels. 10, 12, 14. On a 2, 14. 2 carreaux. Donc on déduit alors k, le module de k, logiquement ce sera 10, parce que c'est un log décimal. 10 c'est la puissance moins 14 sur 20. Ce qui donnera, donc, après calcul, ça donnera 0,2. Et là, une fois on a retrouvé le module de k, on revient à la deuxième relation de la condition de Berkhausen, c'est-à-dire le h doit être égal à 1 sur k. Ça veut dire 1 divisé par 0,2. Ça veut dire 5. Donc il est à noter qu'on a trouvé pour k c'est 0,1999, donc on a arrondi à 0,2. Donc j'ai maintenant la fonction de transfert de la chaîne directe, c'est l'amplificateur h égale a doit être égal à 5. Maintenant le dimensionnement d'un tel amplificateur. Donc on a vu que pour avoir un amplificateur, il faut une réaction négative. Et ampli non inverse, ça c'est l'entrée attaque le moins, mais le plus. Donc on se retrouve avec un montage comme celui-là. Une amplification, c'est-à-dire réaction négative.
l'entrée attaque le plus. En pliant inverse. Là, ça sera VE. Et là, ça sera VS. Donc, si on considère ça R1, on considère ça R2. Si on fait les calculs, on trouve que ce H là, de ce montage, sera égal à 1 plus, donc R2 sur R1. Donc, on a déjà fait des calculs de ce type d'amplification. Donc, ce qui impliquera que R2 doit être égal à 4 fois R1. Donc R2 doit être égal à 4 fois R1. Donc pour le dimensionnement, donc on va choisir par exemple l'une des résistances. Donc on va choisir R1 égal à 1 kg. Donc R2 doit être égal à 4 kΩ. Mais là on a un problème. Pourquoi? Parce que les valeurs normalisées, donc il faut respecter les valeurs normalisées quand on choisit des résistances. Et là, pour vous rappeler, pour le grand public, il y a la série E12 pour les valeurs normalisées. Quand il y a les valeurs 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68 et 82. Ça fait 12 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, pour ceux qui ne se rappellent plus, par exemple, que veut dire ces valeurs normalisées? Ça veut dire si je prends par exemple 39, c'est-à-dire sur les marchés, on pourra retrouver tous les multiples de 10 de 39 comme valeur normalisée. C'est-à-dire on pourra retrouver par exemple des résistances de 3,9 kg. On pourra retrouver des résistances de 390 ohms ou de 39 kΩ, tous les multiples de 10. Et en se basant sur ces valeurs normalisées, donc la valeur normalisée qui correspondra à R2, donc logiquement on va prendre 47, c'est-à-dire ici 4,7 kΩ. Et le R2 sera sous forme d'un ajustable pour pouvoir régler R2 à 4 kΩ. Donc voilà pour cette première application. On a eu à rappeler la condition de Berkhausen et à l'utiliser pratiquement pour dimensionner par exemple la chaîne directe en fonction d'une chaîne de retour caractérisée par son diagramme de Bode, module et phase. Pour la suite maintenant, on va mettre en application toujours le principe de fonctionnement qu'on a vu en étudiant certains montages oscillateurs, des montages de base. Et on va commencer par l'oscillateur à pont de Vienne. Donc, c'est un oscillateur qui est réalisé à base d'un amplificateur ici. Donc ici, on retrouve l'amplificateur. Voilà. Ici, l'amplificateur, la chaîne d'action. Donc, c'est un amplificateur non inverseur, comme celui qu'on a vu dans la première activité. Et d'une chaîne de retour ici, réalisée autour d'un circuit RC série, avec un circuit RC parallèle qu'on appelle le filtre de Vienne, d'où le nom de pont de Vienne. Et on en a beaucoup. Donc on essaiera d'étudier cet oscillateur. Donc le principe sera basique. C'est-à-dire on va essayer de retrouver la chaîne directe, H, fonction transfert de l'amplificateur, puis la fonction transfert de la chaîne de retour, K, c'est-à-dire VR sur VS. Puis on va déduire le gain en boucle ouverte, c'est-à-dire H fois K. Et une fois on retrouvera H fois K, on posera H fois K égale à 1. C'est la condition de Berkhausen. Donc, en résumé, donc on a commencé par la fonction de transfert de la chaîne directe, puis on a déterminé la fonction de transfert de la chaîne de retour. D'accord?
qu'on a essayé de mettre sous forme partie réelle, partie imaginaire, pour le dénominateur, puis on a déduit la fonction de tension en boucle ouverte. H fois K. À partir de cette relation, la fonction de tension en boucle ouverte, on a déduit deux équations. L'une, 1 moins RC oméga 0 au carré égale à 0. Cette relation nous a donné la fréquence d'oscillation, et l'autre nous a donné la condition de maintien des oscillations. Et comme j'ai dit, la condition de démarrage et de maintien des oscillations deviendra alors RB supérieur ou égal à 2 fois RA. Donc maintenant, le deuxième exemple d'oscillateur qu'on va voir ensemble, c'est un oscillateur à réseau déphaseur. Donc là, on aura un ampli inverseur cette fois au niveau de la chaîne d'action. On aura un réseau déphaseur CR au niveau du quadripôle passif de contre-réaction. Et on va procéder de la même façon. Donc, chaîne directe, chaîne de retour, fonction de tension en boucle ouverte et condition de Berkhausen. Donc là, c'est comme si on est en train de faire des TD sous forme de cours, des TD courts. Donc on va commencer par la détermination de la fonction de transfert ou la transmittance de la chaîne directe, donc à savoir H de J oméga qui est égal à Vs sur VE. On va se concentrer sur l'amplificateur de la chaîne directe qui est un amplificateur non inverseur. Donc c'est facile, on a déjà vu ça. Donc rapidement, on avait plus égal à VE. On avait moins avec le pont diviseur de tension O ici. Ou avec minimum, on aura CVS fois RA sur RA plus RB. On va poser V plus égal à V moins, puisqu'on est en régime linéaire. Et on trouvera que H de la chaîne directe, c'est 1 plus RB sur RA. Première étape. Deuxième étape, la fonction de transfert de la chaîne de retour, à savoir K de J oméga, qui est égal à VR sur Vs. Et cette fois, on va se concentrer sur la chaîne de retour. On va le mettre sous forme d'un schéma équivalent. Donc ici, Z équivalente 1 en série avec Z équivalente 2. Alors ça sera Z équivalente 1. Et Z équivalente 2 sera le groupement parallèle de R avec C. Donc ça, c'est Z équivalente. Alors pourquoi ils sont en série? Simplement parce que ce cours-là, il est nul. Même si on ferme la boucle, on aura le courant toujours nul parce que le courant I plus à l'entrée d'un ampli, il est toujours égal à 0. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis qu'on va appliquer le point de tension. Z équivalente de c'est VR la tension en borne et VS tension d'alimentation. Alors Z équivalente 1, comme j'ai dit, c'est l'association série de R avec le condensateur, ce qui donnera 1 plus JRC oméga sur JC oméga. Et Z équivalent 2, c'est l'association de R en parallèle avec un condensateur, ce qui donnera, c'est-à-dire R fois 1 sur JC oméga sur R plus 1 sur JC oméga, ce qui donnera, après avoir fait un dénominateur commun, R sur 1 plus JRC oméga. Donc maintenant j'applique le pont diviseur de tension, j'aurai VR égale
à Vs fois Z équivalent 2 sur Z équivalent 2 plus Z équivalent 1. Donc Z équivalent 2, donc c'est Vs fois Z équivalent 2, c'est R sur 1 plus JRC oméga sur R sur 1 plus JRC oméga plus Z équivalent 1 qui est égal à 1 plus JRC oméga sur JC oméga. Donc, le cas, la fonction transfert en boucle, de la chaîne de retour, je m'excuse, qui est égal à VR sur VS, c'est égal. Donc, ici, je vais faire un dénominateur commun en bas, ce sera le JC oméga fois 1 plus JRC oméga. Donc, je simplifierai avec ce dénominateur commun, et le JC oméga va monter en haut, ce qui donnera JRC oméga. Donc, JRC oméga sur, donc une fois on fait le dénominateur commun, on aura JRC oméga plus 1 plus JRC oméga au carré, ça veut dire A carré plus 2AB, ça veut dire plus 2JRC oméga plus P carré, ça veut dire moins RC oméga au carré. Vu que J au carré c'est moins 1. Donc au final, la fonction de transfert en boucle de la chaîne de retour, c'est JRC oméga JRC oméga. Alors j'essaie en bas de mettre la partie réelle toute seule, donc le côté réel c'est ça avec ça. Donc c'est 1 moins RC oméga au carré plus 3 JRC oméga. Donc voilà mon K et voilà mon H. Donc maintenant, je recherche la condition de maintien des oscillations, la condition de Berkhausen. Que dit Berkhausen? Donc la fonction de transfert en boucle ouverte qui est égale à K fois H, qui est dans mon cas 1 plus RB sur RA fois JRC oméga sur 1 moins RC oméga au carré plus 3 GRC oméga. Alors cette fonction de transfert doit être égale à 1. Et là on va opérer autrement que la première activité. Là je vais essayer de résoudre du point de vue partie réelle, partie imaginaire. Donc on a ici là, le H il est purement réel. Ça veut dire multiplié par, alors, tout ce terme là, logiquement il doit être réel. Ça doit être réel. Alors pour qu'il soit réel, donc un petit rappel, donc si on a par exemple, dans ce cas-là, on a le numérateur, il est de la forme JC, purement imaginaire. Je vais appeler ça JA, tout simplement. Et le dénominateur, il est de la forme B, une partie réelle plus une partie imaginaire, JD. Donc pour que ce terme soit purement réel, il faut que la partie réelle soit nulle. Il faut que le B soit égal à 0. Si le B est nul, automatiquement le J va se simplifier, on aura un nombre purement réel. Ce qui est le cas ici. Pour que cette partie soit réelle, pour que cette partie-là, toute cette partie-là soit réelle,
il faut alors que la partie réelle du dénominateur soit nulle. Donc ça veut dire la première relation, il faut que le oméga 0 vérifie 1 moins RC oméga 0 au carré doit être nul. Et là, je peux déduire la fréquence d'oscillation F0 à partir de cette relation. J'aurai F0 égale à 1 sur 2pi fois RC. Pourquoi? Parce que oméga 0 c'est 1 sur RC. Alors qu'est-ce qui va rester? Il va nous rester l'autre terme, ce sera 1 plus RB sur RA fois quoi? Fois JRC oméga sur 3 fois JRC oméga. Donc ça veut dire fois 1 sur 3. Tout ce qui, la partie réelle qui reste doit être égal à 1. Ce qui impliquera la condition d'amplification, c'est-à-dire il faut que RB sur RA soit égal à 2. Le 3 va passer ici, je vais retrancher 1. Et voilà, pour cet oscillateur à pont de Vienne. Donc c'est un oscillateur. Donc sa fréquence d'oscillation c'est 1 sur 2pi RC. Et sa condition d'amplification, ça veut dire le dimensionnement de l'amplificateur doit vérifier RB sur RA égale à 1. Note, avec une petite remarque, nota, si on veut en même temps indiquer la condition de démarrage des oscillations et la condition de maintien, le RB sur RA doit être supérieur ou égal à 2. Supérieur pour le démarrage, égal pour le maintien. C'est pour ça ici qu'on a proposé RB sous forme d'un ajustable. Donc, parce que quand on va vouloir calculer RB, RA, donc on posera par exemple RA ici à égal à 1 kg. RB doit être supérieur ou égal à 2 kg pour réaliser la condition d'amplification. Donc voilà pour ce premier oscillateur, qui est un oscillateur au pont de Vienne. Et cette technique d'étude, c'est-à-dire celle qui se base sur la détermination de la fonction de transfert en boucle, la chaîne directe, on a commencé par H, puis par K, on a retrouvé la fonction en boucle ouverte et on pose cette fonction égale à 1, c'est-à-dire purement réelle, et là on essaie de trouver deux relations, l'une concerne la partie imaginaire et l'autre concerne la partie réelle. L'une des relations nous fournira la fréquence d'oscillation et l'autre va nous fournir la condition d'amplification. Donc en résumé, on a commencé par rechercher la transmittance de la chaîne directe, puis celle de la chaîne de retour, pour retrouver enfin la fonction de tension en boucle ouverte. Après, on a appliqué la condition de Berkhausen, qui dit que cette fonction de tension en boucle ouverte h fois k doit être égale à 1, ça veut dire que toute cette expression doit être réelle, pure, positive et égale à 1. Ainsi, on a pu déduire que pour que cette condition soit vérifiée, il faut que la partie réelle du dénominateur soit nulle, ce qui nous a amené à la fréquence d'oscillation, et toute la partie réelle qui reste, c'est-à-dire 1 plus RB sur RA fois 1 sur 3 doit être égal à 1. Ce qui nous a conduit à la condition de maintien des oscillations, c'est-à-dire la condition d'amplification, ça veut dire la relation entre les composants de l'amplificateur. Et en généralisant, on peut retrouver la condition de démarrage et de maintien des oscillations, à savoir RB supérieur ou égal à 2 fois R. Maintenant, de la même façon, on va essayer d'étudier le deuxième oscillateur, à savoir l'oscillateur à réseau déphaseur. Alors, cette fois, la chaîne directe est réalisée autour d'un amplificateur inverseur ampliope, et le quadripôle de réaction, c'est un réseau déphaseur qui demande un petit peu plus de calcul que le pont de Vienne. La méthode sera la même. On recherche la fonction de transfert de la chaîne directe, celle de la chaîne de retour, et on déduit la fonction de transfert en boucle ouverte pour finir avec la condition de Berkhausen. Donc voilà, donc on va commencer par la chaîne directe.
On recherche la fonction transfert de la chaîne directe, ça non plus inverseur, donc la méthodologie est la même, donc V plus sera égal à la masse ici 0. V moins, on va la déduire avec Millman. V moins c'est VE sur R plus VS sur R1, 1 sur R plus 1 sur R1. Et on pose V plus égal à V moins égal à 0, vu que V plus égal à 0. On déduit VS sur VE. Donc on a déjà vu ça dans le rappel. C'est moins R1 sur R, c'est un ampli inverseur. Donc j'ai exprès ajouté cette résistance. Ça ne dérange pas les calculs, vu qu'elle est toujours traversée par un courant I+, qui est égal à 0. Alors, maintenant la deuxième partie, la fonction transfert de la chaîne de retour. Donc, on va essayer de prendre comme variable x 1 sur JRC oméga. Donc, à chaque fois que je trouverai ce terme, je le laisserai comme il est, je ne vais pas essayer de décomposer. Donc, ça c'est le schéma équivalent du réseau des phaseurs. Alors là, VS, ça c'est le condensateur qui est à côté de VS. Maintenant VR, si vous remarquez bien, on a cette résistance avec ce condensateur. Résistance avec ce condensateur. Ce condensateur, il est relié par la réaction à cette résistance. Et cette résistance-là, c'est celle-là. Alors pourquoi j'ai pu mettre cette résistance à la masse? Donc je l'ai reliée à la masse ici. Pourquoi je l'ai reliée à la masse? Pour la simple raison qu'on a ici un ampli, donc régime linéaire, pour l'ampli op. Donc V plus égale à V moins. Et puisque V plus égale à 0, donc je peux mettre ici, je peux mettre ici une masse virtuelle. Puisque V plus égale à V moins égale à 0, donc ça veut dire que cette résistance soit ramenée à la masse pour retrouver cette figure-là. Donc, on va procéder étape par étape en utilisant les courants I1, I2, IR qui sont là, les lois des nœuds, ainsi que les tensions VR, V1, V2. Alors, le premier courant qu'on va retrouver, c'est IR. Donc, n'oubliez pas, l'idée, c'est de retrouver VR en fonction de VS. C'est-à-dire, je vais faire ça étape par étape. Première étape, c'est VR en fonction de V2. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, logiquement, V2, on va faire la loi d'Ema ici. V2, c'est VR, la tension VR, plus cette tension. VR, c'est égal à R fois IR. Voilà, R fois IR. Et la tension au bord du condensateur, c'est Z du condensateur fois IR. Et j'ai factorisé par IR pour retrouver V2. Donc ça, c'est une petite loi d'Ema. Et puisque moi, je veux V2 en fonction de VR, j'ai ici la loi d'Ohm. VR égale à R fois IR. Donc j'ai déduit IR ici. C'est VR sur R. Et j'ai remplacé dans la formule. Donc voilà la première étape. V2 en fonction de VR. Après la deuxième étape. Alors pour la deuxième étape, la même chose. On va essayer de retrouver I2. Pourquoi I2? Parce que si on veut retrouver V1 avec la loi d'Emaille, on va utiliser cette tension-là et V2. D'accord? Voilà, V2, V1 c'est quoi V1? C'est ça. C'est V2 plus cette tension-là qui est en haut. Et cette tension-là, c'est ZC, c'est-à-dire 1 sur J sur oméga fois I2. Donc je dois retrouver I2. Donc I2, je vais utiliser la loi des nœuds ici. Donc ce nœud-là, donc on aura I2 égale à IR, plus le courant ici. M'excuse. Plus le courant ici. Et ce courant, c'est V2 sur R. IR, je sais que IR ici, c'est VR sur R. Et V2 sur R, je prends tout ce V2-là, tout ça, et je divise par R. J'obtiens ça. Toute la partie V2, je la divise par R. Et je factorise par VR sur R.
j'aurai V sur R facteur de 2 plus 1 sur JRC oméga. Voilà mon I2. Et je viens le remplacer ici. C'est-à-dire que j'aurai tout ce terme-là, c'est-à-dire mon I2, qui est multiplié par JC oméga. C'est-à-dire JRC oméga. Et je factorise par VR pour retrouver cette équation. Donc là, c'est V1 en fonction de VR. On y arrive. Dernière étape, c'est bien sûr VS. Et là, de la même façon, je viens ici I1. Pourquoi? Parce que dit la loi, la loi des mains ici? Elle dit que V1 c'est cette tension plus VS, je m'excuse, VS, c'est cette tension-là plus V1. Donc je dois retrouver I1. Donc I1 c'est I2, la loi des nœuds, toujours. C'est I2 plus ce courant-là. V1 sur R. Et je reviens à ma V1. V1 elle est là. Je prends tout ce V1-là et je divise par R. Et le I2, je l'ai déjà trouvé. Il est là. Donc je prends mon I2, le voilà, plus V1, tout ça, divisé par R. Et je factorise par VR sur R. Voilà ce que j'obtiens. Ça, c'est uniquement I1. Et après, j'applique la loi des mailles que j'ai dit. Donc VS, ici, c'est V1 plus I1 fois ZC. Voilà. I1, je la connais. C'est celle-là. Je viens de la trouver. Je divise I1 par JC oméga. Je trouve ça. Plus V1. V1, je l'ai déjà trouvé, elle est là. Je la remplace ici. Et je factorise par VR. Et j'obtiens VS en fonction de VR. Et après, je n'ai qu'à factoriser par VR et mettre un dénominateur commun. Et là, je vois que le dénominateur commun, ça sera JRC oméga au cube. Vu que ce JRC oméga sera multiplié par JRC oméga au carré. Voilà ce que j'obtiens à la fin. Donc le K, fonction transfert en boucle. La fonction transfert de la chaîne de retour, c'est VR sur VR, c'est moins JRC oméga au cube sur 1 plus J 5 RC oméga plus 6 JRC oméga carré plus JRC oméga au cube. On résume les calculs qu'on vient de faire. On vient de trouver la fonction de transfert de la chaîne directe, c'est moins R1 sur R. Puis on a calculé la chaîne de retour. C'est moins JRC oméga le tout au cube sur 1 plus 5 JRC oméga plus 6 JRC oméga au carré plus JRC oméga au cube. Ça veut dire on peut déduire la fonction de transfert de la chaîne ou de la boucle ouverte, en transmettant son boucle ouverte, ou bien en boucle H fois K, R1 sur R fois le terme de K. Les deux moins ici, le moins ici et le moins ici se simplifient. On voit l'expression qu'on a trouvée. Après on applique Berkhausen. Il faut que tout le terme qu'on a trouvé ici soit réel pur. Là, on voit bien que le numérateur, il est imaginaire. Pur. C'est-à-dire le dénominateur, lui aussi, doit être imaginaire pur. Alors, pour qu'il soit imaginaire pur, donc il faut que la partie réelle du dénominateur soit nulle. Donc voilà. C'est quoi la partie réelle? C'est ce terme-là. Il est réel. Et ce terme-là, il est réel. Ça veut dire, il faut que 1, pourquoi réel? Parce qu'on a J au carré ici, c'est moins. Donc on aura 1 moins 6 RC oméga 0 au carré égale à 0. Et on déduit la fréquente d'oscillation. Donc RC oméga 0 au carré égale à 1 sur 6. Et on trouve la fréquente d'oscillation. C'est 1 sur 2 pi racine de 6 fois RC. Maintenant, qu'est-ce qui va rester comme terme? Il va nous rester ici R1 sur R. Le voilà. Alors, et en bas, il va rester 5 GRC oméga au cube. Je simplifie par GRC oméga en haut. Qu'est-ce qui me reste en bas? Il me reste RC oméga 0 au carré sur 5
ici, puisque j'ai simplifié par GRC oméga 5, moins, pourquoi moins? Parce que j'ai ici J au cube, c'est moins RC oméga 0 au carré. Et là, pour remplacer cette équation, la deuxième partie, j'utilise ça. RC oméga 0 au carré sera égal à 1 sur 6. Donc je remplace en haut ici par 1 sur 6 et ici par 1 sur 6. J'obtiens 1 sur 29 au total, c'est-à-dire R1 sur R fois 1 sur 29 sera égal à 1. Ça veut dire R1 doit être égal à 29 fois R. Donc ce calcul-là m'a aidé à simplifier cette équation-là. Et voilà, fréquence d'oscillation et conditions de maintien des oscillations. Bien sûr, là aussi on peut la généraliser avec la condition de démarrage et de maintien en posant R1 supérieur ou égal à 29 fois R. Donc voilà pour ce deuxième type d'oscillateur. Maintenant on va attaquer un troisième type d'oscillateur qui nous intéresse plus particulièrement, ce sont les oscillateurs en pi. Pourquoi? Parce que ce sont les oscillateurs utilisés pour l'horloge des microcontrôleurs. Alors ça consiste en quoi? Donc ça consiste en un amplificateur ici, inverseur, qui va attaquer ici le quadripôle à réaction, formé par un oscillateur en forme de pi. Ça ressemble à un pi, avec ZP, Z1 et Z2. Alors pourquoi ici j'ai posé uniquement des Z? Parce qu'il y a plusieurs variantes de cet oscillateur. On peut retrouver par exemple 2 condensateurs et une bobine, et on obtient un oscillateur Colpitts. Ou 2 bobines et un condensateur, on obtient à ce moment un oscillateur Hartley. Ou 2 condensateurs avec un circuit LC série qui va remplacer ZP, clap, et celui qu'on va étudier par la suite, c'est oscillateur de Pierce avec 2 condensateurs et un quartz qui va remplacer l'impédance ZP. Donc ça, c'est généralement la structure de ce type d'oscillateur. Et on va essayer de l'étudier dans le cas général, c'est-à-dire on va considérer ZP, Z1, Z2 comme étant des impédances, comment dire, variables, ça veut dire ça peut être soit des condensateurs, soit des bobines. On va généraliser l'équation qu'on va trouver. Alors, la même chose, on va essayer de retrouver la fonction de transfert en boucle ouverte à travers la chaîne directe et la chaîne de retour. Donc voilà. Donc on commence comme d'habitude, donc la chaîne directe. Ici, il n'y a aucun calcul à faire au niveau de la chaîne directe. Pourquoi? Parce que le H est supposé réalisé par un ampli inverseur, ça veut dire Vs sur VE égale moins A. Ça peut être un ampli à base d'ampli Hop ou transistor à effet de champ. Donc voilà. On va se concentrer sur la fonction de transfert de la chaîne de retour K. VR sur Vs. Et là, voilà, j'ai mis à côté le schéma. Donc on a ici Vs. Il va attaquer la résistance RS. Après, il y a l'impédance JX2, puis JXP ou JX1. On suppose que ce courant-là est nul. Pour faire l'étude. C'est-à-dire le XP avec le X1 sont ces deux-là. Ils sont en série. D'accord. Donc là, voilà mon VR et mon VS. Je serai obligé, pour le calcul, d'utiliser une tension intermédiaire VR. C'est là. Et comme première étape, je vais essayer de remplacer tout ça, toute cette partie-là, par Z équivalente. D'accord? Donc ce Z équivalente là, donc il est égal. Logiquement, on a le XP avec le X1, ils sont en série, et les deux, ils sont en parallèle avec X2. Donc j'aurai
J x1 plus xp fois jx2 sur produit sur la somme j x1 plus x2 plus xp. Il y a le j qui se simplifie, donc j'aurai z équivalente, c'est jx2 x1 plus xp sur x1 plus x2 plus xp. Donc voilà mon z équivalente, c'est j x2 facteur de x1 plus xp sur x1 plus x2 plus xp. Et après je reviens à mon montage d'origine ici et je recherche le VR qui est là en fonction de VR avec un point diviseur. Donc j'aurai VR, je m'excuse, j'ai pas encore appliqué le premier point diviseur, attention, pour retrouver VA ici. Donc V1, j'aurai V1 égale à VS fois Z équivalente sur RS plus Z équivalente. Donc j'aurai V1 égale à VS fois J x2 x1 plus xp sur RS x1 plus x2 plus xp plus j x2 x1 plus xp. Comment je retrouvais ça? Donc j'ai fait un dénominateur commun en haut et en bas. Mon dénominateur commun était x1 plus x2 plus xp que j'ai multiplié par rs. Donc voilà, donc ça c'est VR en fonction de vs, et comme j'ai dit, je reviens ici pour retrouver VR en fonction de v1. Donc on aura VR égale à v1 fois jx1 sur jx1 plus xp. On a appliqué le point diviseur ici, entre x1, entre jxp et jx1. Et je dis VR, le j bien sûr se simplifie. Donc VR, je prends tout ce V1 que je viens de trouver ici, et je le remplace ici. Et quand je vais le remplacer, le x1 plus xp va se simplifier avec le x1 plus xp. Et j'aurai VR égale à vs, ce vs, fois j x1 x2 sur rs x1 plus x2 plus xp plus jx2 x1 plus xp. Donc vérifions qu'on n'a pas commis d'erreur. Ça va. D'accord. Donc ça veut dire le cas final. C'est jx1 x2 sur rs x1 plus x2 plus xp plus j x2 x1 plus xp. Ou je peux diviser en haut par j et diviser en bas par j. J'aurai x1 x2 pour avoir une partie réelle pour une fois sur x2 facteur de x1 plus xp
JRS x1 plus x2 plus xp. Donc voilà. Chaîne de retour, chaîne directe. Maintenant, pour les regrouper, pour retrouver la fonction transfert en boucle ouverte. Donc voilà. Donc on a retrouvé que la fonction transfert en boucle ouverte, c'est h. Le h ici, c'est moins a, fois le cas qu'on vient de trouver, c'est-à-dire x1 fois x2 sur x2 fois x1 plus xp moins JRS x1 plus x2 plus xp. N'oubliez pas que le x1 et le x2, ça peut être des condensateurs, comme ça peut être des bobines. Le xp, c'est soit une bobine, soit un condensateur, soit un quartz. Maintenant, appliquons la condition de Berghausen. Donc, il faut que cette fonction de transfert soit égale à 1, c'est-à-dire réel pur. Donc, si je reviens ici, en arrière, pour que ça soit réel pur, on a le numérateur, il est réel, c'est-à-dire le dénominateur doit être réel. C'est la partie imaginaire doit être nulle. Le RS ne peut pas être nul, donc on trouvera x1 plus x2 plus xp va être égal à 0. Et j'ai oublié de mentionner un truc pour les oscillateurs qu'on a vu déjà, ça veut dire Colpitts pour réseau déphaseur et pont de Vienne. Vous vous rappelez bien que la fréquence d'oscillation F0, on a trouvé dans le pont de Vienne, on avait trouvé 1 sur 2πRC, et R et C, c'était des composants du quadrupole de réaction. Et pour le réseau des phaseurs, la même chose, on a retrouvé 1 sur 2 pi racine de 6 RC. Ça veut dire on peut dès maintenant dire comme conclusion que la fréquence d'oscillation d'un oscillateur, la fréquence F0 d'oscillation, dépend du quadrupole de réaction. Ça dépend des composants du quadrupole de réaction. Et la condition d'amplification à l'inverse, elle va dépendre généralement des composants de l'amplificateur. Donc voilà, donc comme j'ai dit, cette partie doit être nulle. Et le reste doit être égal à 1. Ce qui donnera ça. Donc on aura x1 plus x2 plus xp, donc égal à 0. Et tout ce qui reste doit être égal à 1. Maintenant je simplifierai par x2 ici. Et le x1 plus xp, d'après la première formule, c'est moins x2. Le moins avec le moins, ça simplifie, ça reste a doit être égal à x2 sur x1. Bien sûr, si on généralise, la condition de démarrage et de maintien des oscillations, a devient supérieur ou égal à x2 sur x1. Donc ça, c'est pour un oscillateur pi en général. Alors on va essayer d'appliquer ça, par exemple, pour un oscillateur Colpitts. Voilà. Donc pour l'oscillateur Colpitts, par exemple, donc on retrouve ici comme chaîne d'action un amplificateur, source commune à base d'un transistor à effet de champ, comme quadrupole de réaction, un circuit LC avec donc un résonateur LC avec deux condensateurs C1, C2, une bobine L. Donc on doit essayer pour exploiter les résultats qu'on a retrouvés au niveau d'un oscillateur en pi généralement, ça veut dire on a retrouvé que x1 plus x2 plus xp par exemple doit être égal à 0 et que a doit être égal à x2 sur x1 ou supérieur à x2 sur x1. Donc on doit identifier l'amplification A de ce montage, identifier l'impédance JX1, JX2 et JXP, puis appliquer les relations qu'on a. Donc voilà, donc pour pouvoir retrouver le schéma de cet amplificateur en régime dynamique, on doit rappeler un peu le circuit équivalent d'un transistor à effet de champ en régime dynamique. Donc notre transistor, il y a la grille, drain et source. Alors ici, notre transistor, donc son schéma équivalent en régime dynamique, entre la grille et la source, on représente la tension VGS ici, avec un courant IG égal à 0, et entre la source ici et le drain, il y a une source de courant S fois VGS, avec un courant dirigé de la drain qui
qui est dirigée du drain vers la source et une impédance ρ interne. Alors pour la suite, on va considérer que cette impédance ρ elle va tendre vers l'infini. Pour simplifier les schémas équivalents. D'accord, donc on va commencer notre schéma équivalent. Donc ça c'est un rappel de ce que vous avez vu l'année dernière. Donc le principe il est simple. Donc on représente la référence. Puis on prend notre départ de VE et on essaie d'arriver au niveau de VS. Donc on représentera tous les composants qu'on va retrouver en route. D'accord. Donc sachant qu'ici que ces condensateurs de liaison et ce condensateur de découplage, ils seront court-circuités en régime dynamique. Alors comment on a su d'abord que c'est un ampli source commune? Tout simplement parce que l'amplificateur c'est un quadripôle. Il utilise un transistor qui est un tripôle, c'est-à-dire 3 pôles. Donc automatiquement l'un des pôles doit être mis en commun avec l'entrée et la sortie pour avoir un quadripôle, 4 pôles. Et pour savoir lequel est en commun, donc ici on recherche où se trouve l'entrée, où se trouve la sortie. Ici l'entrée VE attaque la grille, donc ici l'entrée VE attaque la grille. Et la sortie elle est prélevée au niveau du drain. Donc voilà, la sortie VS elle est prélevée au niveau du drain. Donc si on veut avoir notre quadripôle, il faut qu'on ait une source commune entre l'entrée et la sortie. Comme ça, on aura un quadripôle. C'est pour ça qu'on appelle ce montage source commune. Et là, cette source commune, elle est court-circuitée avec la référence à l'aide de ce condensateur de découplage C. Donc la source pour moi sera la référence. Et je commence. Donc VE, le premier composant que je rencontre, une fois je prends mon départ, c'est la résistance RG. Donc VE, il y a la résistance RG qui va vers la référence. Après RG, j'arrive ici vers la grille, et donc j'arrive au niveau de la grille. Sachant que le courant IG, il est nul. On a dit que en pratique, c'est quelques nanoampères. Maintenant, je suis arrivé à la grille. Entre la grille et la source, il y a, comme on a dit, le schéma interne, la tension VGS. Maintenant, je suis arrivé à la source qui est court-circuitée avec la référence, à l'aide de ce condensateur. Je pars en haut maintenant. Je suis parti vers la source, maintenant je pars de la source vers le drain. Qu'est-ce que le schéma équivalent ici, du transistor? Entre la source et le drain, il y a une source de courant. Voilà. SVGS. Et, arrivé au drain ici, je retrouve la résistance RD qui est court-circuitée avec la référence vue qu'en régime dynamique, les générateurs de tension sont court-circuités. Donc je me retrouve avec la résistance RD court-circuitée avec la référence. Et j'arrive à VS. Voilà comment on arrive facilement à retrouver un schéma équivalent. Maintenant, pour retrouver l'amplification, deuxième clin d'œil pour un ampli à effet de champ, c'est que la tension VGS constitue le lien pour retrouver toutes les caractéristiques de notre amplificateur. Par exemple, je veux l'amplification A, AV, qui est égal à VS sur VE. Il suffit de retrouver VS en fonction de VGS et VE en fonction de VGS. Et je déduirai à quoi est égal à V. Donc VGS c'est le lien. Donc VS ici, si je regarde ici la tension VS, le courant qui la traverse c'est S VGS. Donc j'aurai dans le même sens, donc VS égale à moins S fois RD fois VGS. Maintenant, pour VE,
On voit bien que VE c'est égal à VGS ici. Donc VE égale à VGS. Donc ça veut dire l'amplification AV sera égale à moins S fois RD. Puisque quand je vais diviser VS avec VE, je retrouverai moins S fois RD, le VGS va se simplifier. Donc je peux dire que je peux remplacer mon ampli, tout mon ampli par ça. Voilà. Donc AV égale à moins A. Donc AV égale à moins A. Avec A égale à SRD. Ça, c'est le A. Et là, c'est mon VS et mon VE. Et ce VS, qu'est-ce qu'il va attaquer? Il va attaquer mon circuit en pi. C'est quoi mon circuit en pi? C'est la bobine avec condensateur, deux condensateurs. Donc là, c'est le condensateur C2, là, c'est le condensateur C1, là, c'est la bobine N. Et la sortie de C1, donc elle sera injectée à l'entrée. On va négliger ce courant. Du coup, en général, cette résistance RG, elle est élevée. Et VS va être injecté au condensateur C2, ici. Voilà. Donc ça veut dire par analogie avec le montage général qu'on a vu. Donc ça c'est ZP, ça c'est Z2, et ça c'est Z1. Donc on aura ZP égale à JL oméga, c'est-à-dire JXP. Ça veut dire que mon XP, c'est L oméga. Maintenant Z2, c'est 1 sur J C2 oméga, c'est-à-dire moins J sur fois 1 sur C2 oméga, JX2. C'est-à-dire mon X2, c'est moins 1 sur C2 oméga. Et enfin, Z1, c'est moins J1 sur C1 oméga, égale à JX1, c'est-à-dire X1, c'est moins 1 sur C1 oméga. Donc j'ai mon A ici, c'est S fois RD, j'ai mon XP, j'ai mon X2, j'ai mon X1. Maintenant je peux exploiter les conclusions de l'étude qu'on a faite concernant l'oscillateur en pi. Donc voilà, donc après avoir fait le schéma équivalent du transitoire à effet de champ et identifié le quadrupole de réaction, on a retrouvé la fonction de transfert de la chaîne directe. Ampli inverseur, ça veut dire AV, VS sur VE pour nous c'est H, c'est moins S fois RD, c'est-à-dire on l'a mis sous la forme moins A. Donc pour être conforme à l'étude générale qu'on a faite de l'oscillateur en pi, c'est-à-dire ici A sera identifié par l'expression S fois RD. Maintenant concernant l'oscillateur en pi, les paramètres, c'est X1, on a dit c'est moins 1 sur C1 oméga, X2 moins 1 sur C2 oméga, et XP égale à L oméga. Alors les conditions d'entretien des oscillations d'un tel oscillateur sont les deux relations X1 plus X2 plus XP, c'est-à-dire on va faire X1 plus X2 plus XP, on va déduire oméga 0. On va trouver que c'est racine de C1 plus C2 sur L, C1 fois C2. On va mettre des dénominateurs communs, donc c'est un calcul facile. Et pour la condition d'oscillation, il faut que A soit égal à X2 sur X1. A c'est moins S sur RD. X2 sur X1 c'est moins 1 sur C2 oméga sur moins 1 sur C1 oméga. On retrouvera C1 sur C2. Donc voilà pour la fréquence d'oscillation et pour la condition d'amplification de cet oscillateur en Colpitts où on a
puis directement exploiter les relations qu'on a trouvées concernant les oscillateurs en pi. Il suffisait d'identifier l'amplification et les éléments du quadripôle. Maintenant, deuxième application de ce type d'oscillateur, l'oscillateur en Peirce, donc qui est un oscillateur qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que c'est un oscillateur qui est utilisé spécialement comme horloge des microcontrôleurs. Ainsi, si on consulte par exemple le datasheet d'un microcontrôleur de microchip ou d'un autre microcontrôleur, ça peut être un Atmega de Atmel. Donc là, le schéma interne de l'horloge, donc d'un PIC 16F 84 ou 877. Donc on retrouve cet oscillateur, on les appelle oscillateurs piézoélectriques parce qu'ils sont à base de quartz. Donc on retrouve que la partie amplificateur, c'est-à-dire l'amplificateur inverseur, elle est à l'intérieur du microcontrôleur et on nous laisse nous compléter l'oscillateur en ajoutant le quadripôle passif de la chaîne de réaction réalisé par le quartz et les condensateurs C1 et C2 qui sont typiquement 22 ou 27 picofarad dans le cas d'un microcontrôleur. Donc ça, c'est l'équivalent c'est l'exemple d'un oscillateur de Peirce ici, qui est utilisé comme horloge interne des microcontrôleurs. Alors pourquoi il nous laisse compléter l'oscillateur et il l'intègre pas en entier? Pour la simple raison qu'on a dit que la fréquence d'oscillation dépend de la chaîne de réaction. Donc là, l'ampli, il est intégré, mais le montage ou la boucle de réaction, il nous laisse le choix de l'ajouter depuis l'extérieur, et ainsi on peut utiliser plusieurs types par exemple pour le 16F84, on peut utiliser, je pense, deux types ou trois types de quartz, 4 MHz je pense, ou 20 MHz si je me rappelle bien. Donc ça veut dire on nous laisse le choix de choisir le quartz et ainsi fixer la fréquence de fonctionnement de l'oscillateur. Donc voilà pour l'utilisation de cet oscillateur de Peirce. Maintenant pour l'étude, donc là ça revient au même. Donc on doit déterminer l'amplification de la chaîne directe et identifier les éléments de l'oscillateur en Peirce. Là la difficulté réside au niveau du quartz. Alors le quartz, donc c'est un composant piézoélectrique. Donc il possède une lame de cristal qui est là, c'est une lame transparente. On colle sur cette lame deux électrodes. D'accord? Alors si on applique une tension ici aux lames, des vibrations mécaniques qui vont apparaître sur le cristal et vont entraîner l'apparition d'oscillations. Alors du point de vue électrique, le quartz est équivalent à un circuit RLC série en parallèle avec un condensateur. Alors ce qu'on va essayer de faire dans un premier lieu, c'est rechercher l'impédance ou l'admittance équivalente de ce quartz et voir son comportement, c'est-à-dire comment il va se comporter. On va voir que il va se comporter soit en bobine, soit en condensateur, ou soit comme une bobine, en fonction de la fréquence à laquelle il va fonctionner. Donc voilà, donc le schéma équivalent du quartz. Donc on va essayer de retrouver l'impédance équivalente de ce schéma, équivalent en négligeant la résistance R ou l'influence de la résistance R. Donc le Z équivalent, ce sera cette impédance J1 sur JCP oméga en parallèle avec L en série avec CS, parce qu'on a dit que la résistance R sera négligée, donc 1 sur JCP oméga, facteur de JL oméga plus 1 sur JCS oméga, sur la somme. Donc après, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre de côté 1 sur JCP oméga, puis on va factoriser en haut par JL oméga, et on va factoriser en bas par JL oméga.
pour avoir ici une forme 1 moins oméga S sur oméga au carré, et en bas 1 moins oméga P sur oméga au carré, avec oméga S égale 1 sur L CS, et oméga P égale 1 sur racine de L CSCP sur CS plus CP. Oméga S, on l'appelle la pulsation de résonance série, et oméga P, on l'appelle pulsation de résonance parallèle. Et comme ça, on a pu mettre Z, c'est-à-dire l'impédance équivalente du quartz, sous forme J fois X. Avec X, c'est moins 1 sur CP oméga fois 1 moins oméga S sur oméga au carré sur 1 moins oméga P sur oméga au carré. Alors là, on va essayer de voir le comportement de cette impédance en fonction de oméga. Donc voilà, donc on retrouve notre impédance Z égale à moins J 1 sur CP oméga 1 moins oméga S sur oméga au carré, le tout sur 1 moins oméga P sur oméga le tout au carré. On a mis sous la forme J fois X avec X égale à ce terme, sachant que oméga S égale 1 sur racine de CS et oméga P égale 1 sur racine de L, CS, CP sur CS plus CP. Alors là, si on veut retrouver la relation entre oméga P et oméga S, donc on aura oméga P, c'est-à-dire retrouver quelle est la pulsation la plus grande. Donc on peut mettre oméga P égale 1 sur racine de LS, LCS, je m'excuse. Voilà ce L et ce CS. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester la racine de CS plus CP sur CP. Donc, oméga P, c'est oméga S, ce terme-là, fois la racine de 1 plus CS sur CP. Donc, on voit bien que oméga P est supérieur à oméga S. Parce que c'est oméga S fois 1 plus quelque chose. Maintenant, l'étude. Donc, on va faire une étude asymptotique, c'est-à-dire on va retrouver à quoi est égal X quand oméga tend vers 0. Alors, quand oméga tend vers 0, on a X. Donc, oméga va tend vers 0, on a ici 1 sur X au carré fois 1 sur X au carré, ça se simplifie, donc c'est 2 termes en X carré, c'est l'infini sur l'infini. C'est une limite. Il restera ici sur oméga. Donc 1 sur 0, c'est moins l'infini. Donc X va tendre vers moins l'infini. N'oublions pas que c'est une limite. Maintenant, quand oméga égale à oméga S, on a ici en haut oméga égale à oméga S, donc ça c'est égal à 0. Donc le X va être égal à 0. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe quand oméga tend vers oméga P moins. Pourquoi oméga P moins? Parce qu'on va faire la différence entre oméga P plus et oméga P moins. Parce qu'on a ici ce terme-là, il peut être soit positif, soit négatif. Donc on a ce terme-là, donc je vais essayer de... Voilà. Ce terme-là est toujours négatif. Donc là, c'est négatif. Le terme qui est en haut, quand oméga égale à oméga P, on a ce terme, il est inférieur à 1. Ce terme-là, il est inférieur à 1 parce qu'oméga P est supérieur à oméga S. Puisqu'il est inférieur à 1, donc ce terme, il est positif. Il reste ce terme-là, qui va dépendre de oméga P. Est-ce que oméga égale à, tend vers oméga P moins, oméga P plus? Si c'est oméga P moins, ça sera supérieur à 1. Donc, ça sera négatif. Puisque ce terme supérieur à 1. Donc, positif sur négatif, c'est négatif. Avec négatif, c'est positif. Donc, le X va tendre vers... Donc ça, pour être clair, ça va tendre vers 0 moins. Quand oméga égale à oméga P moins. Donc, puisque ça tend vers 0 moins, donc X va tendre vers plus l'infini. Et bien sûr, quand oméga va tendre vers oméga P plus, le dénominateur va tendre vers 0 plus cette fois. Et donc, le X va tendre vers
moins l'infini. Il reste quand oméga tend vers l'infini. Donc on a ici on aura 0 pour ce terme, 0 pour ce terme. Donc il restera moins 1 sur Cp oméga. Donc comme oméga tend vers l'infini, x va tendre vers 0 moins. Et là je peux représenter maintenant le comportement de z. Ça c'est le z qui est égal à j fois x. Je vais essayer de représenter le oméga s et le oméga p. Je vais faire ici une asymptote. Et je commence. On me dit quand oméga tend vers 0, c'est moins l'infini, donc quand oméga égale à oméga s, c'est 0. Quand oméga tend vers oméga p moins, c'est plus l'infini. Quand ça tend vers oméga p plus, c'est moins l'infini. Et ça part vers 0. Voilà. Donc là, pour savoir comment dire, la nature de z, donc on a z égale à j fois x. Quand le x est positif, ça veut dire que z est équivalent à une bobine. Et quand x est négatif, le z sera équivalent à un condensateur. C'est pour ça qu'on va faire ici une frontière, ici. Donc, quand oméga est comprise entre oméga s et oméga p, là c'est une inductance. Pourquoi? Parce que le x il est positif. Donc le quartz se comporte comme une inductance. Mais quand oméga est supérieur à oméga p, c'est une capacité. La même chose quand oméga est inférieur à oméga s, c'est une capacité. Et nous, généralement, on le fait fonctionner ici, entre oméga s et oméga p, avec une fréquence d'oscillation comprise entre oméga s et oméga p. Comme ça, il fonctionnera comme inductance et va se ramener à un circuit Colpitts. Donc voilà, donc si on veut résumer le comportement fréquentiel, on peut dire que donc entre Fs et Fp, c'est-à-dire la fréquence pulsation résonance série et pulsation résonance parallèle, il se comporte comme une inductance. Et quand la fréquence est supérieure à Fp ou inférieure à Fs, il se comporte comme un condensateur, comme une capacité. Donc voilà. Donc maintenant je vais récupérer ce résultat-là pour retrouver la fréquence d'oscillation. Donc les paramètres de la chaîne de retour en pi maintenant. Le x1 ici, ça veut dire moins 1 sur C1 oméga. Le x2 ici, c'est moins 1 sur C2 oméga. Et le xp, c'est-à-dire le quartz, c'est moins 1 sur Cp oméga 1 moins oméga s sur oméga au carré sur 1 moins oméga p sur oméga au carré. Alors pour rechercher la fréquence d'oscillation, on pose xq ou xp plus x1 plus x2 égale à 0. Et on tombe sur la fréquence d'oscillation oméga 0 qui est égale à la racine de oméga s au carré fois c équivalent plus oméga p au carré fois cp sur c équivalent plus cp. En ayant fait un petit changement de variable en route, pour simplifier, on posera c équivalent égal à c1 fois c2 sur c1 plus c2. C'est-à-dire quand on posera ici x1 plus x2, on va essayer de mettre un dénominateur commun. On aura c1 c2 oméga sur c1 plus c2, et on remplacera le c1 fois c2 sur c1 plus c2 par c équivalent. Avant d'ajouter le xq, pour faciliter les calculs, et on retrouvera la fréquence d'oscillation. Donc voilà, deuxième application consciente de l'oscillateur en pi. Donc maintenant on va finir notre cours avec la stabilité des oscillateurs. Et on va se concentrer sur la stabilisation de l'amplitude par le contrôle automatique de gain
comme on a expliqué au début de la vidéo. Donc le principe consiste à utiliser un amplificateur comme on a l'habitude de faire, mais il sera équipé d'un petit montage qui permettra de contrôler le gain en diminuant l'amplification, c'est-à-dire l'amplification de la chaîne directe H, à forte amplitude. Donc dès que les oscillations commencent à apparaître et l'amplitude commence par augmenter, on va tendre à diminuer H, parce que n'oubliez pas au démarrage H fois K supérieur à 1, dès que VS augmente, on va tendre à diminuer H jusqu'à ce qu'on atteigne automatiquement le H fois K égale à 1 et stabiliser ainsi l'amplitude des oscillations. Donc, comme j'ai dit, l'amplification en boucle sera alors amenée à 1 sans écrêtage du signal. Donc, maintenant, le montage, l'un des montages les plus utilisés, c'est celui-là. Donc, on retrouve notre amplificateur qui est là, mon inverseur. Et là, cette résistance, on l'a remplacée par un transistor à effet de champ qui est commandé par la tension VS. Encore, on sait qu'un transistor à effet de champ, dans sa zone linéaire, la caractéristique ID en fonction de VDS, donc sa zone linéaire, elle va dépendre de VGS. Donc là, on ne représente pas toute la caractéristique ID en fonction de VDS. On se concentre sur la partie linéaire, qui dépend bien sûr de VGS. Donc ici, VGS égale à 0, donc on a ID sur VDS, c'est-à-dire le Y, c'est pas le RDS, le Y il est élevé. Et plus la tension VGS augmente négativement, plus le Y va diminuer, et donc le R va augmenter. Et on va voir quel sera son effet sur l'amplification de la chaîne directe. Donc, on a ici un circuit formé par la diode, la résistance RD, la résistance RG. La diode joue le rôle d'un redressement, c'est-à-dire il va laisser passer uniquement les tensions négatives. Et le circuit RD avec RG va jouer le rôle d'un pont diviseur de tension. Donc on se retrouve donc avec une tension VGS qui est égale à K fois VS. Et VGS elle sera contrôlée par la tension VS. Quand VS augmente, VGS va augmenter. Maintenant, la résistance RDS, donc son expression c'est RDS égale à RDS 0, c'est-à-dire la valeur de RDS correspondant à VGS égale à 0, sur 1 moins VGS sur V pincement. C'est-à-dire la tension qui indiquera la limite de la linéarité de la relation ID en fonction de VDS. Donc là, on voit bien que quand VGS augmente, automatiquement RDS va diminuer. Maintenant, la nouvelle amplification H de cette chaîne directe devient 1 plus R sur R' plus RDS. Donc R' plus RDS. On remplace RDS par son expression, RDS 0 sur 1 moins, et on remplace VGS par K fois VS sur VP. Donc on obtient, donc au démarrage on a K fois H supérieur à 1. Alors plus VS augmente, d'après l'équation, plus VS augmente, plus H va diminuer, et donc on va tendre à avoir un gain en boucle, H fois K égale à 1, et stabiliser ainsi les oscillations. Donc voilà pour la stabilisation de l'amplitude par contrôle automatique de gain. Alors pour la stabilisation de la fréquence, donc on utilise en général des coefficients à fort coefficient de qualité. On va voir dans un TD pourquoi on nécessite d'un dispositif ou d'un composant à fort coefficient de qualité. On va démontrer ça dans un TD. Ce sont les résonateurs. Il existe 3 gammes de résonateurs en fonction de la fréquence qu'on veut, c'est-à-dire de la fréquence de l'oscillateur qu'on désire réaliser. Alors si on veut des oscillateurs dans la gamme de fréquence de 10 kHz à 100 MHz, on a vu qu'on peut utiliser des quartz ou des résonateurs céramiques. Si on augmente en gamme, on passe de 100 MHz à 1 GHz, on utilise des résonateurs à ondes de surface. Puis si on veut des oscillateurs
allant jusqu'à 2,5 Go. On utilise des résonateurs à céramique coaxiale. Donc voilà pour cette deuxième vidéo concernant les oscillateurs harmoniques ou les générateurs de sinus-sinusoïdaux. On a vu le principe de fonctionnement ainsi que certains types d'oscillateurs. Alors la prochaine vidéo portera sur les TD de ce chapitre.